Elle aurait pu continuer son chemin. Comme tous les autres. Mais ce matin-là, dans une rue poussiéreuse de Lagos, une jeune étudiante s'est arrêtée devant une vieille femme assise sur un simple carton. Robe usée. Sandales fatiguées. Regard silencieux. Sans réfléchir, elle s'est accroupie. Elle a offert de l'eau. Un peu d'argent. Quelques minutes de son temps. Elle a choisi d'aimer. Sans calcul. Sans attendre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette vieille dame n'était pas une simple inconnue. C'était la mère d'un milliardaire. Et ce petit geste, fait dans l'ombre d'un trottoir ordinaire, allait changer sa vie pour toujours. Avant de continuer cette histoire qui va vous tenir jusqu'à la dernière seconde, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur le pouce en haut pour soutenir ce travail, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Êtes-vous depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, le Canada ou un autre beau pays? Écrivez-le en bas, cela me fait toujours chaud au cœur de vous lire. Et maintenant, retournons à Lagos, parce que cette histoire vient tout juste de commencer. La vieille femme s'appelait Alice. Alice Mensah. Et si vous aviez su qui elle était vraiment, vous n'en auriez pas cru vos yeux. Alice Mensah était la mère de Jacob Mensah, l'homme dont le nom circulait dans toutes les conversations importantes de Lagos. Jacob Mensah, 34 ans, fondateur de 3 entreprises, propriétaire d'une tour de bureau à Victoria Island, d'un manoir à Ikoyi et d'une villa au bord de la lagune. Jacob Mensah, dont le visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques nigérians avec des titres comme « Le visionnaire de sa génération » ou « L'homme qui a transformé l'immobilier nigérian en or ». Jacob Mensah, qui était, sans aucun doute possible, l'un des hommes les plus riches et les plus influents du pays. Et sa mère était assise sur un carton, sur un trottoir de Surulere, avec de vieilles sandales et une robe délavée. Bien sûr, personne ne savait que ce carton cachait un secret. Que sous cette apparence de vieille femme démente se cachait une femme d'une intelligence rare, d'une volonté de faire, et d'une mission très précise. Alice avait 68 ans. Elle avait construit sa vie à la force de ses mains, longtemps avant que son fils ne devienne ce qu'il était. Elle venait d'un petit village de l'état d'Anambra, elle avait vendu du poisson au marché pour payer les études de Jacob, elle avait dormi sur des nattes et mangé du riz sans huile pendant des années pour que son fils ait de quoi aller à l'université. Elle connaissait la pauvreté. Elle l'avait regardée dans les yeux pendant des décennies. Et c'est justement pour ça qu'elle savait exactement comment la jouer. Parce qu'Alice avait un problème. Un problème qui ne se réglait pas avec de l'argent, même si elle en avait largement assez pour tenter d'acheter une solution. Le problème s'appelait Jacob, son fils. Son fils unique. Son soleil. Son tout. Jacob était brillant. Jacob était travailleur. Jacob était généreux avec ceux qui l'entouraient. Mais Jacob ne savait pas choisir les femmes. Depuis 10 ans, depuis que l'argent était vraiment arrivé dans leur vie, Jacob avait fréquenté des femmes qui lui avaient brisé le cœur ou trahi sa confiance, l'une après l'autre, avec une régularité décourageante. Il y avait eu Chioma, une présentatrice de télévision qui l'avait quitté le jour où elle avait reçu une meilleure offre d'un homme encore plus riche. Il y avait eu Amara, une femme d'affaires qui se révéla, après 2 ans de relation, n'avoir utilisé Jacob que pour obtenir des contacts et des financements pour ses propres projets. Il y avait eu Sandra, une beauté de Lagos qui postait des photos de la villa de Jacob sur les réseaux sociaux avant même qu'il ne lui ait officiellement présenté sa mère. Chaque fois, Alice avait regardé son fils souffrir en silence. Chaque fois, elle avait serré les dents et prié. Chaque fois, elle s'était dit que la prochaine serait la bonne. Que Jacob allait enfin trouver une femme vraie, une femme qu'il aimait lui, pas son argent, pas ses connexions, pas son nom. Mais la prochaine avait toujours déçu. Et Jacob, à force de ses trahisons répétées, avait commencé à se fermer. Il souriait encore en public, il parlait encore lors des soirées professionnelles, il serrait encore les mains avec l'aisance naturelle des hommes habitués au succès. Mais en privé, il avait érigé un mur autour de son cœur. Un mur épais, solide, bien construit, comme ses immeubles. Un soir, quelques semaines plus tôt, Alice était venue lui rendre visite dans son manoir d'Ikoyi. Elle l'avait trouvé assis seul sur sa terrasse, face à la lagune, avec un verre d'eau à la main et ce regard vide qu'elle reconnaissait trop bien. Le regard d'un homme qui a arrêté de croire. Elle s'était assise à côté de lui. Ils avaient regardé l'eau ensemble pendant un long moment. Puis Jacob avait dit, sans la regarder, avec cette voix posée qu'il prenait quand il parlait de choses graves. « Maman, je crois que l'amour vrai n'existe pas pour les hommes comme moi. Les gens ne voient pas Jacob. Ils voient les bâtiments. Ils voient les voitures.
Il voit le compte en banque. Je ne suis plus une personne. Je suis un symbole. Alice n'avait rien répondu ce soir-là. Elle avait juste posé sa main sur celle de son fils et regardé l'eau sombre de la lagune. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était mis en mouvement. Un plan. Une idée folle, audacieuse, peut-être même ridicule. Mais Alice avait toujours été une femme qui préférait l'action au regret. Si l'argent était le problème, alors il fallait enlever l'argent de l'équation. Si les femmes étaient attirées par la richesse de Jacob, il fallait trouver une femme dans un endroit où la richesse de Jacob était invisible. Il fallait trouver une femme qui ne savait rien de Jacob Mensah, et voir comment elle traitait une vieille femme apparemment pauvre et sans ressources. Parce qu'Alice le savait, avec la sagesse des femmes qui ont beaucoup vécu. La façon dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter dit tout sur ce qu'elle est vraiment à l'intérieur. Et c'est ainsi que, par un matin de mars chaud et poussiéreux, Alice Mensah, mère d'un milliardaire, s'était retrouvée assise sur un carton sur un trottoir de Surulré, avec de vieilles sandales aux pieds et un foulard sur la tête, à observer les passants avec des yeux infiniment plus attentifs qu'ils ne le pensaient. Elle était là depuis 2 heures déjà. Elle avait observé des dizaines de personnes passer devant elle. Des hommes pressés, des femmes chargées de sacs de marché, des jeunes gens les yeux collés sur leur téléphone. Personne ne s'était arrêté. Personne ne l'avait regardé vraiment. Un enfant lui avait lancé un biscuit depuis la main de sa mère, qui avait tiré le petit vers elle en murmurant quelque chose. Une femme avait failli trébucher sur ses pieds et avait soufflé d'agacement avant de continuer son chemin. La gosse. Toujours pressée. Toujours ailleurs. Alice n'était pas découragée. Elle savait que ce qu'elle cherchait était rare. Peut-être même qu'elle ne le trouverait pas aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait revenir demain. Et après-demain. Elle était prête pour ça. Elle avait attendu la bonne femme pour son fils pendant 10 ans. Elle pouvait encore attendre quelques jours. Mais la gosse, ce matin-là, avait décidé d'être généreuse. Nina arriva à 7h45, le sac à dos sur les épaules, les écouteurs autour du cou mais pas dans les oreilles, les yeux grands ouverts sur la rue. Elle marchait vite mais pas de cette façon mécanique qu'ont les gens qui ne voient plus rien. Elle marchait avec une curiosité naturelle, ce regard qui accroche les détails, qui remarque les couleurs, qui ne laisse pas le monde devenir un décor flou. Elle remarqua Alice à environ 6 mètres. Et contrairement à tous les autres passants de la matinée, elle ne continua pas à marcher comme si la vieille femme n'existait pas. Elle ralentit d'abord. Puis elle s'arrêta complètement. Elle regarda Alice 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Puis elle fit quelque chose que très peu de gens à Lagos auraient fait ce matin-là. Elle fit demi-tour, se dirigea vers le vendeur d'eau et acheta une bouteille d'eau fraîche. Puis elle revint vers Alice, s'accroupit à sa hauteur pour que leurs yeux soient au même niveau, et dit, dans un yoruba doux mélangé de français, parce que Nina venait d'une famille mixte de Lagos et d'Abidjan. « Grand-mère, est-ce que vous avez mangé ce matin ?» Alice regarda cette jeune femme. 22 ans, peut-être 23. Une beauté naturelle, sans artifice, celle qui ne demande pas d'effort, qui vient de quelque chose de profond dans les os et dans le regard. De grands yeux sombres, une peau lisse de l'éclat de l'acajou poli, des lèvres qui semblaient toujours sur le point de sourire même quand elle ne souriait pas. Mais ce qui frappa Alice, ce ne fut pas la beauté. Ce fut la façon dont cette fille s'était accroupie. Ce geste de mettre son corps au même niveau que celui d'une vieille femme sur un trottoir. Ce geste qui disait, sans un mot, tu comptes. Tu es une personne. Je ne vais pas te parler de haut. Alice avait éduqué son fils à faire exactement ça. Et elle n'avait jamais pensé qu'elle retrouverait ce geste chez une inconnue. Elle joua son rôle. Elle baissa la tête, laissa ses épaules se voûter encore un peu plus, et murmura d'une voix fatiguée. « Non, ma fille. Depuis hier soir. » Nina n'hésita pas. Elle ouvrit son sac à dos, y chercha quelque chose. Alice la vit sortir un petit porte-monnaie, l'ouvrir. Elle vit à l'intérieur ce que vit Nina, peu d'argent. Très peu. Quelques billets froissés. De quoi payer l'université et manger simplement pour la journée. Et pourtant, Nina sortit un billet et le tendit à Alice avec les 2 mains, comme on offre quelque chose de précieux. Puis elle prit la bouteille d'eau qu'elle avait achetée et la posa délicatement à côté d'Alice. « Prenez ça pour manger quelque chose. Il y a un beignet de Madame Kémy juste là au coin. Il est encore chaud à 7 heures. » Puis, comme si donner une partie de son maigre argent à une inconnue était la chose la plus ordinaire du monde, elle se releva, remit son sac en place, et demanda avec une simplicité désarmante. « Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous ? Vous habitez loin d'ici ?» Alice la regarda. Vraiment la regarda. Et dans sa poitrine,
quelque chose se mit à battre différemment. Voilà. C'était ça. Cette authenticité tranquille. Ce soin naturel. Cette façon d'offrir sans attendre de retour, sans même s'en rendre compte vraiment, comme si aider était aussi naturel que respirer. Alice joua son rôle encore un peu. Elle dit qu'elle vivait seule, que son fils habitait loin, qu'elle venait de Surulré mais qu'elle ne connaissait pas bien ce quartier. Elle dit tout ça avec juste assez de vagues pour garder la conversation ouverte. Nina s'assit sur ses talons, sans se soucier que ses vêtements touchent le trottoir poussiéreux. Elle prit quelques minutes, elle qui devait clairement se dépêcher, elle qui avait ce sac à dos d'étudiante et cet air de quelqu'un qui a un emploi du temps chargé. Elle prit ces quelques minutes pour parler à Alice. Pour lui demander son prénom. Pour lui dire le sien. Pour l'écouter. Et en l'écoutant, Alice l'écoutait aussi. Elle posait des questions en apparence anodines. Elle apprit que Nina était étudiante en 3e année de droit à l'université de Lagos. Qu'elle travaillait le soir comme tutrice pour des enfants de son quartier pour payer ses frais de scolarité. Que sa mère était ivoirienne et son père nigérian, et que tous les deux étaient morts dans un accident de la route quand elle avait 16 ans. Qu'elle vivait depuis avec sa tante, une femme bonne mais pauvre, dans une petite maison de 2 pièces à Muchin. 16 ans. Orpheline à 16 ans dans une ville comme Lagos. Et là, à 22 ans, elle étudiait le droit, elle travaillait, elle aidait les autres, et quand elle croisait une vieille femme sur un trottoir, elle s'arrêtait, elle s'accroupissait, elle donnait de l'argent qu'elle n'avait pas vraiment les moyens de donner, et elle s'asseyait pour écouter. Alice dut faire un effort conscient pour que les larmes qui montaient dans ses yeux soient attribuées à la fatigue de la vieille femme qu'elle jouait, et non à l'émotion qu'elle ressentait vraiment. Avant de repartir, Nina se releva et sortit un petit carnet de son sac. Elle écrivit quelque chose dedans, arracha la page avec soin, et la tendit à Alice. « C'est mon numéro. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. N'hésitez pas, grand-mère. Lagos peut être une ville difficile, mais vous n'êtes pas seule. » Elle repartit en marchant vite, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, et elle se retourna une fois pour s'assurer qu'Alice avait bien la bouteille d'eau. Alice resta assise encore un long moment après que Nina eut disparu au coin de la rue. Elle tenait le bout de papier dans sa main. Elle regardait les chiffres écrits avec ce stylo bleu bon marché qu'ont tous les étudiants sérieux. Et elle se dit, avec la certitude tranquille des femmes qui ont beaucoup prié et beaucoup vécu. C'est elle. C'est la femme de mon fils. Mais bien sûr, rien ne serait simple. Rien ne l'est jamais, surtout quand 2 mondes aussi différents que celui de Nina et celui de Jacob sont appelés à se rencontrer. Alice prit 2 jours pour préparer la suite. Elle ne voulait pas se précipiter. Elle ne voulait pas effrayer Nina ni brusquer les choses. Elle réfléchit avec la minutie d'une femme qui a appris que les choses importantes méritent qu'on y réfléchisse à 2 fois. Le 3e jour, elle rappela Nina. Elle lui dit qu'elle se sentait mieux mais qu'elle aimerait la remercier de vive voix, qu'elle aimerait lui offrir un repas si la jeune femme avait un peu de temps. Nina accepta sans hésitation, avec cette bonne nature qui semblait être son état naturel. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant de Surulré. Ces restaurants sans prétention qui font les meilleurs plats de Lagos, avec des bancs en bois et des nappes en plastique à carreaux et une odeur de soupe déguisée qui donne faim avant même qu'on s'assoie. Alice avait gardé sa robe ordinaire. Elle n'était pas encore prête à révéler qui elle était. Elles mangèrent ensemble. Elles parlèrent. Et Alice découvrit encore plus de Nina. Elle découvrit que Nina aimait la lecture avec une passion dévorante, qu'elle pouvait parler pendant 1 heure d'un livre qu'elle venait de finir avec une précision et une profondeur qui auraient mis mal à l'aise certains professeurs d'université. Elle découvrit que Nina avait un sens de l'humour discret et fin, le genre qui arrive sans s'annoncer et qui fait rire franchement. Elle découvrit que Nina avait des idées très précises sur ce qu'elle voulait faire de sa vie une fois diplômée. Travailler dans le droit de la famille pour aider les enfants vulnérables, les orphelins comme elle l'avait été, ceux qui ne connaissent pas leurs droits et qui se retrouvent exploités ou abandonnés par le système. Alice pensa à Jacob. Elle pensa à la façon dont Jacob avait construit ses entreprises avec cette même clarté de vision, cette même précision dans les objectifs. Elle pensa à la façon dont Jacob lui avait un jour dit que ce qu'il cherchait dans une femme ce n'était pas la perfection mais l'authenticité. Une vraie personne. Un vrai caractère. Voilà. Nina était ça. Vers la fin du repas, Alice prit une décision. Pas encore de révélation totale. Mais un pas en avant. Elle dit à Nina, « J'ai un fils. Il s'appelle Jacob. Il travaille beaucoup et il ne sort presque plus. J'aimerais vous présenter à lui. Pas pour quoi que ce soit de particulier. Juste parce que vous êtes une jeune femme bien, et lui est un jeune homme bien, et les gens bien devraient se connaître.
Nina sourit de ce sourire tranquille. Elle dit qu'elle n'avait pas vraiment le temps pour les rencontres, entre l'université et ses cours particuliers. Mais qu'une simple présentation, pourquoi pas? Alice rentra ce soir-là dans son appartement de Victoria Island, le bel appartement qu'elle refusait d'habiter la plupart du temps parce qu'elle le trouvait trop grand pour une femme seule, et elle appela Jacob. Jacob décrocha à la deuxième sonnerie, comme toujours. Il avait ce réflexe pavlovien depuis l'enfance. Quand sa mère appelait, on décrochait. « Maman? Tout va bien? Tout va très bien, mon fils. J'ai quelqu'un à te présenter. » Silence. Puis ce soupir qu'elle connaissait. Ce soupir qui disait « Encore ça. Maman. Jacob. Écoute-moi. Cette fois c'est différent. Je te demande juste un repas. Un seul. Si après tu ne veux plus en entendre parler, je n'en parle plus jamais. » Autre silence. Puis, d'accord. Un repas. Ce que Jacob ne savait pas encore, ce que personne ne savait sauf Alice, c'est que ce repas allait être le début de tout. Organiser la rencontre fut plus compliqué que prévu. Non pas à cause de Jacob, qui, fidèle à sa parole, s'était rendu disponible un samedi soir. Mais à cause de Nina. Pas parce que Nina refusait. Mais parce que Nina vivait dans un monde si différent de celui dans lequel Alice voulait organiser le dîner que la simple question du lieu devint une réflexion. Alice avait d'abord pensé à un restaurant à Victoria Island. Puis elle s'était ravisée. Un restaurant à Victoria Island, avec les prix et l'atmosphère de ces endroits, allait immédiatement mettre Nina mal à l'aise et indiquer une richesse que Jacob ne devait pas encore afficher. Et surtout, elle ne voulait pas que Nina se sente en dehors de son élément dès la première rencontre. Elle choisit finalement un restaurant intermédiaire, agréable sans être ostentatoire, dans le quartier de Yaba, ce quartier de Lagos qui est à la fois populaire et animé, où les étudiants côtoient les professionnels, où l'ambiance est détendue et vraie. Elle dit à Jacob de venir simplement habillé. Une chemise propre, pas de montre de luxe, pas de voiture de sport garée devant l'entrée. La voiture habituelle, celle qui est belle mais pas criante. Jacob arriva avec 10 minutes de retard, parce que Lagos lui en voulait ce soir-là avec ses embouteillages légendaires. Il trouva sa mère assise en face d'une jeune femme qui lui tournait à moitié le dos, penchée sur son téléphone, et il entendit avant de voir Nina rire d'une chose que sa mère venait de lui dire, ce rire discret et franc qui lui était si naturel. Jacob s'arrêta une seconde. Il n'avait pas entendu quelqu'un rire comme ça depuis longtemps. Sans calcul. Sans la conscience que quelqu'un regardait. Juste un rire qui venait de quelque chose de vrai. Il s'approcha. Sa mère leva les yeux et lui sourit. Nina se retourna. Et là, quelque chose de très simple et de très compliqué à la fois se produisit. Ce moment que les livres décrivent de 1000 façons différentes et qu'on ne comprend vraiment que quand on le vit. Un regard. 2 secondes. Quelque chose dans l'air entre deux personnes qui ne se connaissent pas encore mais qui, d'une façon inexplicable, ont l'impression que l'autre n'est pas tout à fait un étranger. Nina se leva et tendit la main avec ce naturel qu'elle avait toujours. Cette aisance tranquille qui n'était pas de la familiarité mais de la chaleur. « Vous êtes Jacob. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle est très fière de vous. » Jacob regarda sa mère une fraction de seconde, puis regarda Nina, et dit « Elle m'a parlé de vous aussi. »« En très bien. » Alice regarda ses 2 enfants, parce que c'est ainsi qu'elle pensait déjà à Nina, se serrer la main sur fond de bruit de cuisine et de conversation du restaurant de Yaba, et elle sentit dans son cœur quelque chose se détendre. Quelque chose qui était tendu depuis 10 ans. Le repas dura 3 heures. 3 heures qui passèrent comme 30 minutes. Jacob, qui d'habitude lors de ces rencontres organisées restait poli mais distant, avec cette armure invisible qu'on sentait même sans pouvoir la nommer, fut différent ce soir. Il posa des questions. De vraies questions, pas ces questions de politesse qu'on pose pour avoir l'air intéressé. Il parla de choses auxquelles il ne pensait pas d'habitude à voix haute. Il rit 2 fois, vraiment rit. De ces choses que dit Nina avec cette précision drôle et juste dans ses observations sur la vie et sur les gens. Nina, de son côté, ne chercha pas à impressionner. Elle ne chercha pas à se vendre, à se montrer sous son meilleur jour de façon calculée. Elle parla de sa vie sans honte et sans excès de pudeur. Elle parla de Muchin, de sa tante, de ses cours du soir, de ses étudiants à qui elle enseignait les mathématiques dans un appartement avec une seule ampoule au plafond. Elle parla de ses rêves avec une clarté et une passion qui remplirent la table de quelque chose de vivant. Jacob l'écoutait avec cette attention particulière qu'il n'accordait qu'aux personnes et aux choses qu'il trouvait vraiment intéressantes. Alice observait tout ça avec ses yeux de mère et ses yeux de femme qui avaient vu beaucoup de choses.
Et elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps sur le visage de son fils. De la vie. Du vrai intérêt. Pas de la politesse. Pas de la fascination de surface. De l'intérêt profond, celui qui naît quand on rencontre quelqu'un qui vous fait penser différemment et qui ne sait même pas qu'il vous fait cet effet. À la fin du repas, quand ils furent sur le trottoir, la gosse bruyante et lumineuse autour d'eux, Jacob demanda à Nina s'il pouvait la raccompagner. Nina dit qu'elle prenait le bus, que c'était sur sa route. Jacob dit qu'il avait une voiture, que ça ne lui posait aucun problème. Nina sourit et refusa poliment. Elle dit qu'elle avait ses habitudes et qu'elle n'aimait pas déranger. Elle serra la main de Jacob, embrassa Alice sur la joue, et s'en alla dans la nuit de la gosse comme elle était venue, son sac à dos sur les épaules, à ce pas vif et décidé qui lui était propre. Jacob regarda la direction dans laquelle elle avait disparu. Puis il regarda sa mère. Puis il dit, d'une voix très calme. « Maman. C'est qui cette fille ?» Et Alice, qui avait attendu cette question pendant 10 ans, répondit avec le sourire qu'elle gardait pour les moments importants. « C'est une bonne personne, mon fils. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. » Les semaines qui suivirent furent comme une danse lente et précise. Jacob demanda le numéro de Nina à sa mère. Alice le lui donna, mais lui dit de ne pas se précipiter. De la respecter. De ne pas arriver avec sa richesse comme une enseigne lumineuse. De la laisser le connaître lui, pas son empire. Jacob, qui n'avait pas écouté beaucoup de conseils dans sa vie professionnelle parce qu'il faisait confiance à son propre instinct, écouta sa mère dans ce domaine. Parce qu'il savait que sa mère avait raison. Parce qu'au fond, il savait depuis longtemps que le problème n'était pas les femmes mais la façon dont sa richesse le précédait partout comme une ombre trop grande. Il envoya un message à Nina le lendemain du repas. Court. Simple. Il disait qu'il avait passé une bonne soirée et qu'il espérait pouvoir continuer la conversation un jour si elle en avait l'envie. Nina répondit 3 heures plus tard. Elle aussi avait passé une bonne soirée. Elle avait cours toute la semaine, mais samedi matin elle était libre. Ils se retrouvèrent le samedi dans un café de Yaba. Pas un café de Victoria Island. Un vrai café de Yaba, avec du café au lait dans des tasses ébréchées et de la bonne musique de fond et des gens qui discutaient de tout et de rien autour d'eux. Jacob vint sans sa voiture habituelle. Il prit un taxi. Il portait des vêtements simples. Il prit garde à ne pas mentionner ses entreprises, ses immeubles, ses réussites. Il parla de lui, oui, mais de lui tel qu'il était, pas de ce qu'il avait construit. Il parla de ses peurs, de ses doutes, de cette solitude particulière qui est celle des gens qui ont beaucoup de succès et peu de personnes à qui parler vraiment. Nina l'écouta. Et Nina, parce qu'elle était ce qu'elle était, dit des choses directes et vraies en réponse. Elle dit que la solitude n'est pas liée à l'argent, qu'elle connaissait des gens de Muchin aussi seuls que les gens d'Ikoyi. Elle dit que le vrai problème c'est quand on arrête de chercher les connexions vraies et qu'on se contente des connexions superficielles parce que c'est plus facile. Jacob regarda cette fille de Muchin qui n'avait jamais mis les pieds à Victoria Island lui expliquer avec une précision chirurgicale quelque chose qu'il avait mis des années à essayer de comprendre lui-même. Et il pensa, voilà quelqu'un qui pense. Ils se revirent la semaine d'après. Et celle d'après encore. Alice suivait tout ça de loin, recevant les récits de son fils au téléphone, ses questions de mère entre les lignes, ses sourires qui transparaissaient dans le ton de sa voix même quand il essayait de rester neutre. Mais Alice savait aussi que la vérité devait sortir un jour. Elle ne pouvait pas rester dans l'ombre indéfiniment. Et surtout, elle ne voulait pas que Nina découvre le secret d'une façon qui lui ferait se sentir manipulée ou trahie. Ce fut Alice elle-même qui choisit le moment. Un dimanche après-midi, elle invita Nina à la rejoindre pour une promenade au bord de la lagune. Juste elles deux. Nina accepta, parce qu'elle s'était attachée à cette vieille femme avec la sincérité naturelle qu'elle apportait à toutes ses relations. Elles marchèrent un moment le long de l'eau, parlèrent de choses légères d'abord, du temps qu'il faisait, des études de Nina, de la tante de Nina qui commençait à avoir des douleurs aux genoux. Puis Alice s'arrêta. Elle dit « Nina, il faut que je te dise quelque chose d'important. Et je te demande de m'écouter jusqu'au bout avant de réagir. » Nina se figea légèrement. Elle tourna son regard vers Alice. Et Alice, avec la simplicité directe qu'elle avait toujours eue, lui dit tout. Le trottoir de Surulré. Le carton. Les vieilles sandales. La mission qu'elle s'était donnée. La raison pour laquelle elle avait fait tout ça. Et qui elle était vraiment. Le silence qui suivit dura très longtemps. Nina regardait la lagune. Son visage était impossible à lire. Alice attendit, sans l'interrompre, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Puis Nina dit, «
très calmement. Donc votre fils, Jacob. Il est riche. Oui. Très riche. Oui. Nouveau silence. Et vous êtes assise sur un trottoir pour voir si une fille allait vous aider. Oui. Nina se retourna vers Alice. Et là, Alice vit quelque chose d'inattendu. Pas de la colère. Pas de la trahison. De l'étonnement d'abord, puis quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration mêlée d'une légère incrédulité. Vous avez fait ça pour votre fils. Oui. Une mère a fait ça. Oui. Nina hocha la tête lentement. Puis elle dit. Je comprends. Et je ne suis pas en colère contre vous. Mais je dois vous dire quelque chose moi aussi. Si Jacob est riche, ce n'est pas une raison pour que je l'aime. Et ce n'est pas une raison pour que je ne l'aime pas non plus. Ce que j'ai vu en Jacob ces dernières semaines, c'est un homme sérieux, un homme attentionné, un homme qui écoute. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Elle marqua une pause. Mais j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer ça. Et j'ai besoin de lui parler moi-même. Alice hocha la tête. Elle dit. C'est tout ce que je vous demande. La conversation entre Nina et Jacob eut lieu 2 jours plus tard. Jacob apprit par Nina ce qu'Alice avait fait. Il apprit le trottoir, le carton, les sandales. Et son premier mouvement, avant même de penser à sa propre réaction, fut d'appeler sa mère. Maman. Tu t'es assise sur un carton dans la rue. Oui. Silence. Maman. Oui, mon fils. Autre silence. Merci. Ce mot simple, dit avec cette voix que Jacob avait quand quelque chose l'atteignait vraiment au fond, fit plus de bien à Alice que n'importe quel cadeau qu'il aurait pu lui offrir. Avec Nina, la conversation fut longue et nécessaire. Jacob lui dit tout. Son passé avec les femmes. La façon dont il avait cessé de croire. Le mur qu'il avait construit. Et la façon dont, depuis leur rencontre, quelque chose en lui avait commencé à bouger, très lentement, comme une porte longtemps fermée qui commence à s'entr'ouvrir. Nina l'écouta. Elle dit qu'elle aussi avait des peurs. Que grandir sans parents lui avait appris à ne compter que sur elle-même, et que cette indépendance absolue était parfois une armure dont elle ne savait plus comment sortir. Que l'idée que quelqu'un soit là pour elle, vraiment là, lui faisait presque peur parce qu'elle ne savait pas si elle savait encore comment recevoir ça. 2 personnes seules, chacune avec son armure, assises face à face dans un café de Yaba, essayant ensemble de décider si l'armure valait encore la peine d'être portée. Ce soir-là, Jacob raccompagna Nina jusqu'à sa rue à Muchin. Pas jusqu'à sa porte, parce que Nina n'était pas encore prête pour ça. Jusqu'à sa rue. Et avant qu'elle ne parte, Jacob lui dit. Je ne sais pas où ça nous mène. Mais je sais que je voudrais le découvrir avec toi. Nina le regarda. Puis elle dit quelque chose que Jacob n'oublierait jamais. Alors découvrons-le. Mais à notre rythme. Pas au rythme de qui que ce soit d'autre. Et elle s'en alla dans sa rue de Muchin, dans la nuit de la gosse, avec son sac à dos sur les épaules. Les mois qui suivirent furent une construction lente et solide. Jacob fut patient, une qualité qu'il n'avait jamais vraiment exercée dans sa vie sentimentale auparavant. Il laissa Nina dicter le rythme. Il la rejoignit dans sa vie à elle avant de lui montrer la sienne. Il l'accompagna à la bibliothèque universitaire. Il rencontra sa tante dans la petite maison de Muchin, assis sur un banc en plastique bleu avec une tasse de thé dans les mains, et il parla avec la tante de Nina pendant 1 heure avec ce respect sincère qu'on a pour les gens qui ont élevé quelqu'un qu'on commence à aimer. La tante de Nina, Adaez, une femme petite et forte avec des yeux perçants, l'observa avec la méfiance bienveillante des gardiens de famille. Elle lui posa des questions directes. Elle n'avait pas encore rencontré Alice, elle ne savait pas encore que Jacob était riche. Elle le vit simplement comme un jeune homme sérieux que sa nièce fréquentait. À la fin de la visite, quand Jacob fut parti, Adaez dit à Nina. Ce garçon a les yeux qui regardent les gens vraiment. C'est rare. Nina sourit sans rien dire. Mais dans ce sourire, Alice, si elle avait été là pour le voir, aurait reconnu quelque chose. Ce fut 3 mois après leur première rencontre au restaurant de Yaba que Jacob révéla à Nina qui il était vraiment, professionnellement. Non pas avec des fanfares ou des démonstrations. Mais parce que la relation avait progressé au point où cacher une partie importante de sa vie était devenue dishonnête. Et Jacob ne voulait pas être dishonnête avec elle. Il lui dit simplement. Il possédait des entreprises. Des grandes entreprises. Il lui montra sur son téléphone, sans ostentation, juste les faits. Nina regarda. Elle dit. Tu es donc très riche. Oui. Elle hocha la tête. Prit quelques secondes. Puis. Ça ne change pas ce que tu es.
Mais ça change des choses pratiques dans notre réalité. Ça veut dire que des gens vont me regarder d'une certaine façon. Ça veut dire que tu auras toujours plus de pouvoir que moi dans cette relation si je ne fais pas attention. Et ça veut dire que j'ai besoin que tu comprennes que je ne veux pas être une femme qu'on loge et qu'on habille. Je veux finir mes études. Je veux travailler. Je veux construire quelque chose qui m'appartient. Jacob la regarda. Et il dit: c'est exactement pour ça que ma mère t'a choisi. Il lui raconta alors la conversation sur la terrasse d'Ikoyi. Cette nuit face à la lagune. Cette phrase qu'il avait dite à sa mère et qu'il avait presque oubliée. Les gens ne voient pas Jacob, ils voient les bâtiments. Nina l'écouta. Et quand il eut fini, elle dit doucement: et maintenant? Est-ce que tu crois que je vois Jacob? Il la regarda. Oui. Je crois que tu es la seule personne en dehors de ma mère qui voit Jacob. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Nina dit: alors essayons de garder ça. Même quand la vie va compliquer les choses. Parce qu'elle va compliquer les choses. Elle avait raison sur ce point. La vie compliquait les choses, elle le fit avec enthousiasme dans les mois qui suivirent. Il y eut d'abord le monde de Jacob qui découvrit l'existence de Nina. Ses associés, ses amis du cercle professionnel, ces gens habitués à voir Jacob avec des femmes d'un certain milieu, d'une certaine apparence sociale. Les regards en biais. Les questions à peine voilées. Cette fille de Muchin, étudiante, orpheline, qui venait d'où exactement? Jacob y répondit avec une clarté et une froideur qu'il savait mettre dans sa voix quand il voulait dire que le sujet était clos. Elle vient de Lagos. Comme moi. Et c'est la femme que j'ai choisie. Il y eut aussi la presse, inévitablement. Le nom de Jacob Mensah était trop connu pour qu'une relation nouvelle passe inaperçue longtemps. Un photographe prit une photo d'eux un soir dans une rue de Yaba, rien d'extravagant, juste deux personnes qui marchaient, mais le nom de Jacob suffit à faire circuler la photo. Les spéculations commencèrent. Qui était cette femme? Une étudiante? De Muchin? Nina traversa ça avec un calme qui impressionna Jacob. Elle n'aimait pas ça, elle l'avait dit clairement, elle n'avait pas choisi l'exposition publique et elle n'en voulait pas. Mais elle ne paniqua pas. Elle ne réagit pas sur les réseaux. Elle continua d'aller à ses cours, de donner ses leçons particulières, de vivre sa vie à son rythme. C'est moi qui ai choisi d'être avec toi, dit-elle à Jacob. Ça veut dire que j'accepte les choses qui viennent avec. Mais ça veut aussi dire que je ne vais pas changer qui je suis pour m'adapter à ce monde. Et puis il y eut la question de la tante Adaez et de la révélation de la richesse de Jacob. Cette conversation-là fut complexe. Adaez, qui avait élevé Nina dans la dignité et la débrouillardise, avait des sentiments mélangés. Elle était heureuse pour sa nièce. Mais elle avait peur aussi. Peur que Nina se perde. Peur que l'argent change les choses. Peur de toutes les choses qu'une femme qui a vu la vie fait peur quand quelqu'un qu'elle aime entre dans un monde inconnu. Ce fut Nina qui lui parla. Longtemps. Avec patience. Avec amour. Elle dit à sa tante ce qu'elle savait au fond d'elle-même avec la certitude tranquille des personnes qui se connaissent vraiment. Que l'argent de Jacob n'allait pas changer qui elle était, parce que qui elle était ne dépendait pas de l'argent. Que ce qu'elle aimait chez Jacob, c'était lui, pas sa richesse. Et que si jamais les choses allaient dans un sens qui la faisait se perdre, elle avait assez de caractère pour faire demi-tour. Adaez la regarda longuement. Puis elle dit: tu ressembles à ta mère. Et ce furent les mots les plus forts qu'elle pouvait dire. Alice rencontra Adaez un dimanche chez la tante de Nina. Elle y alla sans ostentation, sans voiture de luxe, en tenue simple. Elle apporta du riz et de la soupe qu'elle avait cuisinée elle-même, parce qu'Alice Mensah, mère de milliardaire, savait encore cuire une soupe d'égusi qui faisait fermer les yeux. Les deux femmes se regardèrent d'abord avec la prudence naturelle de deux matriarches qui se rencontrent pour la première fois et savent qu'elles ont des comptes à se demander mutuellement. Puis Alice sortit quelque chose d'inattendu. Elle parla à Adaez de la façon dont elle avait élevé Jacob seul, au marché, à vendre du poisson, avec les genoux dans la boue parfois et la fierté toujours. Elle parla de Muchin comme d'un endroit qu'elle connaissait, parce qu'elle aussi avait vécu dans des endroits comme Muchin. Elle parla d'Adaez comme de quelqu'un qui avait fait exactement ce qu'elle avait fait. Élever un enfant qui n'était pas le sien mais qui était devenu le sien par amour et par choix. Adaez l'écouta. Et quand Alice eut fini, Adaez dit: vous avez passé du temps assise par terre dans la rue pour trouver une femme pour votre fils. Oui. Adaez réfléchit. C'est soit la chose la plus folle que j'ai entendue de ma vie. Oui. Soit la chose la plus sage. Alice sourit. Je ne sais pas encore laquelle des deux. Je verrai quand ils seront vieux et heureux. Adaez rit.
Pour la première fois de la matinée. Un vrai rire. Et quelque chose entre ces deux femmes se détend définitivement. Jacob fit sa demande 8 mois après leur rencontre au restaurant de Yaba. Non pas avec un ring dans une boîte lors d'un grand dîner. Mais un matin ordinaire, dans le café de Yaba où ils se retrouvaient souvent, avec 2 tasses de café devant eux et le bruit ordinaire de la gosse autour. Il dit simplement « Nina, je veux construire quelque chose avec toi. Pas juste être avec toi. Construire. À 2. Tu veux bien ?» Nina posa sa tasse. Le regarda. « Tu sais que je vais finir mes études d'abord. Je sais. Tu sais que je veux travailler, que je ne serai pas une femme de décoration. Je sais. Tu sais que je vais continuer à prendre le bus parfois parce que ça me permet de ne pas perdre le contact avec la vie réelle. » Il sourit à ça. « Je sais. Et j'espère que tu vas m'emmener avec toi dans le bus parfois. » Elle le regarda encore longtemps. Puis elle dit « Alors oui. » Et la gosse continua de bouger autour d'eux comme si de rien n'était, parce que la gosse ne s'arrête jamais pour personne, même pour les moments qui changent des vies. Le mariage eut lieu 1 an plus tard. Une belle cérémonie, à Lagos, avec des couleurs vives et de la musique et la nourriture abondante. Ni trop sobre ni trop extravagant. Le reflet exact de ce qu'étaient ces 2 personnes ensemble. Adaès dansa comme elle n'avait pas dansé depuis des années. Alice, pour la première fois depuis longtemps, laissa couler ses larmes sans chercher à les retenir. Et quelque part dans la salle, Nina dansa avec Jacob. Et pour une fois, Jacob Mensah, l'homme qui avait arrêté de croire que les choses vraies existaient encore, regardait sa femme avec des yeux qui ne cherchaient plus rien d'autre. Il avait trouvé. Sa mère, depuis son coin de la salle, observait tout ça avec ce regard que seules les mères qui ont tout donné pour leurs enfants peuvent avoir. Ce regard qui dit « Voilà. Voilà pourquoi je me suis levée tous les matins. Voilà pourquoi j'ai vendu du poisson. Voilà pourquoi j'ai mis de vieilles sandales et je me suis assise sur un carton sur un trottoir de Surulré. Voilà. » La gosse brillait dehors comme elle brillait toujours. Cette ville impossible est magnifique, bruyante et généreuse, dure et secrètement douce pour ceux qui savent où chercher. Cette ville qui avait vu 2 personnes seules se trouver sur un chemin qu'aucune d'elles n'avait vu venir. Et quelque part dans cette ville immense, une vieille femme avait compris ce que beaucoup oublient trop souvent, que les choses les plus précieuses ne se trouvent pas dans les endroits où on les cherche habituellement. Qu'un cœur pur ne s'annonce pas. Qu'il se révèle dans les petits gestes. Dans la façon de s'accroupir à la hauteur de quelqu'un. Dans la façon de donner ce qu'on n'a presque pas. Dans la façon de rester soi-même quand tout autour vous invite à devenir autre chose. Nina avait été tout ça sans même le savoir. Sans chercher à l'être. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Que la bonté qui vient du calcul n'est pas de la bonté. Que la générosité qui attend un retour n'est pas de la générosité. Que le caractère vrai se montre toujours dans les moments où personne ne regarde. Ou du moins, quand on croit que personne ne regarde. Parce que parfois, une vieille femme sur un carton regarde. Et parfois, cette vieille femme change tout. La gosse ne dort jamais. Mais ce soir-là, dans cette salle de fête illuminée, avec la musique et les rires et l'odeur de la bonne cuisine et les couleurs des tenues qui chatoyaient sous les lumières, la gosse semblait avoir pris le temps de sourire. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant.